Les rumeurs sont que 2026 nous honorera enfin des fameux épisodes de Naruto qui ont été annoncés en 2022 pour son 20e anniversaire. Ouais, peut-être. Le jour viendra, mais pas toi. Mais ces 4 épisodes, aussi formidables soient-ils, ne réussiront jamais à aller chercher la nostalgie de cette mélodie. Rejoins le clan de Naruto. Hey, oublie la souffrance et la peur. Choisis la confiance du cœur. Écris un monde meilleur. Oublie le visage de la peur. Choisis le courage du cœur. Écris un monde meilleur. Je saurais pas comment vous dire à quel point cette chanson était enfouie profondément dans mon subconscient. Je suis tombé dessus par hasard l'autre jour et ça m'a rappelé à quel point ça fait longtemps que Naruto est dans mon univers. Évidemment, à 12 ans, il y a énormément de choses que je comprenais pas à propos de Naruto et qui ont dû attendre que j'écoute la série par moi-même une décennie plus tard avant que ça devienne clair. Mais même aujourd'hui, quand je parle de Naruto avec les autres, j'ai souvent l'impression qu'on a écouté 2 séries complètement différentes. Bon, pour moi, Naruto, c'est une histoire à propos de l'amitié et de l'acharnement nécessaire pour réussir à atteindre des idéaux plus grands que nature, même quand ils sont relativement simples comme « protège ceux que tu aimes ». C'est une histoire à propos des mots nécessaires de la guerre, des cycles de violence, a.k.a. le cycle de la haine, du cheminement personnel qu'il faut faire pour combattre les pires côtés de l'humanité. C'est un univers avec des personnages attachants avec une psychologie complexe et unique. C'est un univers avec une mythologie complète et des pouvoirs originaux. Bon, ok, je vous entends déjà me susurrer vos plaintes à propos des incohérences du système, du pacing de la 4e guerre qui est généreux, on va dire. Vous allez me dire que ça devient n'importe quoi et que les mamies aliens, ça fit dans l'univers de Dandadan, mais pas dans Naruto. Et qu'on dirait que Kishimoto a sorti ça de son chapeau. Et oui, je suis d'accord. Toujours est-il que pour moi, Naruto est un peu comme une bouteille de vin qu'on avait oubliée dans la cave pendant presque 25 ans. Elle vieillit hyper bien, malgré les quelques amertumes qui peuvent rester en bouche. Donc ce que j'entreprends dans cette vidéo, c'est de permettre 1. Aux sceptiques d'avoir une loupe un peu plus généreuse sous laquelle regarder Naruto, 2. Aux fans finis d'approfondir la compréhension qu'ils ont déjà de la série, et 3. Aux curieux qui n'ont pas vu la série mais qui sont un peu comme des Jiraiya dans un onsen mix et ne peuvent s'empêcher d'observer à des fins de recherche. Bon, vous comprendrez quand vous aurez vu la série. Je vais vous permettre, à ces curieux, de découvrir l'un des animés les plus adorés qui a été produit à ce jour. Et si vous vous êtes retrouvé ici par hasard et que vous ne voulez pas vous faire divulgacher, je vous suggère ma vidéo d'intro que je mets au coin de l'écran maintenant. Et si vous décidez de rester, sachez qu'à partir de ce moment dans la vidéo, vous n'êtes pas à l'abri des spoilers. Ok, donc je vais commencer par énoncer l'un des points principaux sur lequel je vais marteler tout au long de la vidéo. Mon idée c'est que, malgré ses défauts, si vous regardez Naruto à travers ses thèmes philosophiques, la série est remarquablement cohérente et profonde. Sans compter toutes les autres bonnes raisons d'écouter Naruto, je vais explorer comment, malgré les apparences, du premier épisode jusqu'à la fin de Madara, chaque arc majeur est comme une brique que Kishimoto place méticuleusement pour faire progresser l'histoire d'une manière à ce que le protagoniste, Naruto, devienne de plus en plus équipé pour briser le cycle de la haine. Et je parle pas de ses nouveaux jutsu. Et fondamentalement, j'irais même jusqu'à dire que la 4e guerre n'est pas une contradiction en l'histoire. C'est le test final. Est-ce que ces idées tiennent le coup à l'échelle mondiale face à des ennemis qui ont eux aussi des convictions profondes? Allons-y arc par arc, mais pour commencer, on doit poser certaines bases. Faute est d'admettre que l'arc de Mamie Alien ne fait pas juste pousser la série inutilement vers la science-fiction. Il aurait peut-être fallu attendre 700 épisodes avant que Hagoromo nous explique enfin l'origine du système de magie de Kishimoto, mais ça éclaire énormément de choses qui se sont passées plus tôt dans la série. Commençons par le Ninshu. Si vous vous souvenez de la petite histoire, Hagoromo Otsutsuki c'est un peu comme le Bouddha dans l'univers de Naruto. Par ailleurs, on l'appelle aussi le sage des 6 chemins.
C'est une référence directe au bouddhisme, plus précisément aux 6 voies du samsara, c'est-à-dire les 6 différentes dimensions qui existeraient dans lesquelles on peut se réincarner dépendamment de notre empreinte karmique. On en reparlera plus loin, mais c'est aussi pour ça qu'il y a 6 Pain dans l'histoire. Bref, tout ça pour dire que Agoromo, c'est celui qui a découvert le chakra, cette espèce d'énergie particulière qui consiste en un mélange d'énergie physique et spirituelle. Autrement dit, c'est un peu le premier à avoir atteint une espèce d'illumination bouddhiste. Le chakra a peut-être pas l'effet secondaire de l'illumination de dissoudre l'ego, mais comme Bouddha, Agoromo en fait sa mission de transmettre le chakra à l'humanité. L'objectif est de leur permettre de se connecter les uns aux autres sans avoir à utiliser les mots. L'idée c'est que si on connecte à un niveau spirituel, tu peux littéralement ressentir ma douleur comme si c'était la tienne. Donc tu peux plus vraiment me déshumaniser et la violence devient impossible. La paix devient naturelle. Moi, en théorie mettons. En tout cas, c'est avec cet idéal idyllique en tête qu'il fonde sa propre religion qu'il appelle le Ninshu. Évidemment, ça a mal tourné. Dès qu'il essaie de transmettre le Ninshu à ses fils, il est corrompu par leur désir de domination. Le Ninshu se transforme donc rapidement en ninjutsu. Le chakra, qui devait créer des ponts entre les gens, est devenu une arme. Au fil du temps, les clans l'utilisent naturellement pour dominer, pour tuer, pour conquérir, et c'est là que le cycle de la haine commence vraiment dans le monde des shinobi. Et si le Ninshu n'a pas survécu à l'épreuve du temps, c'est parce que les 2 fils d'Agoromo représentent une dualité vieille comme le monde selon le taoïsme, le yin et le yang. Si vous avez vu la série, je ne vous apprends rien, Agoromo a 2 fils, Indra, l'ancêtre des Uchiha, et Asura, l'ancêtre des Senju. Ils ont d'un côté une fratrie naturelle, mais ils ont aussi une différence profonde qui les pousse au conflit. Madara et Hashirama sont leur réincarnation, puis la série nous dépose au moment où Naruto et Sasuke sont les représentants les plus récents de la dualité éternelle responsable du cycle de la haine. Chaque génération est une incarnation du yin et du yang. Et voici ce qui est crucial. Asura représente l'amour et Indra représente aussi l'amour. Hein? Je vous entends me dire, de quoi tu parles? Le yin et le yang, c'est des opposés, donc ça se peut pas. Dans Naruto, le yin et le yang ne représentent pas la dichotomie du bien et du mal. Ils représentent l'amour et la haine comme 2 faces d'une même pièce. Donc, regardez Sasuke. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Amour pour son frère, amour pour son clan, amour pour l'idée de ce que devrait être le monde ninja. Mais cet amour intense se transforme en haine intense quand il perd ce qu'il aime. Tout son être est comme un cœur d'amour qui s'extériorise en haine. Une espèce de yin et yang à l'intérieur même de Sasuke, même si au final, c'est le yin qui est dominant chez lui. Pour Naruto, c'est pareil. Ce qu'il ressent profondément, mais qu'il ne laisse pas extérioriser, c'est la haine envers les villageois de Konoha qui l'ont ostracisé. Mais ce qu'il laisse sortir, c'est un besoin d'amour et de connexion. Il a la couche inverse de Sasuke, une haine enfouie profondément, puis un amour débordant que Naruto extériorise avec beaucoup de vigueur. Mais ça me semble assez clair dans la série. C'est parce que Sasuke avait un amour profond qu'il devient haineux quand il perd ses proches, et c'est parce que Naruto a vécu toute cette souffrance et même cette haine qu'il est capable d'aimer autant. Vous ne pouvez pas avoir le yin sans le yang. Vous devrez éliminer l'amour aussi. Et si on regarde les choix esthétiques de Kishimoto pour voir si mon idée de yin et yang tient vraiment la route, ça saute assez rapidement aux yeux. Regardez Sasuke, son design est fait pour lui faire représenter le froid du yin par le fait qu'il porte des vêtements bleus ou mauves. Son jutsu principal, le Chidori, est un flux d'éclairs canalisant la destruction et la mort. Puis à la fin de la guerre, quand Sasuke et Naruto obtiennent les pouvoirs du sage, Sasuke hérite de la lune dans sa paume. Dans l'autre coin de l'octogone, Naruto est orange, chaleureux comme le yang. Et au Japon, la spirale représente le mouvement, la vie et les cycles, et elle est partout dans le personnage. Le Rasengan, une spirale, son prénom, Naruto, qui est tiré des Naruto Maki, une pâte de poisson avec une spirale. Son nom de famille, Uzumaki, qui veut littéralement dire spirale ou tourbillon, sans oublier la spirale qu'il a sur le ventre à cause du sceau qui enferme Kurama.
Ok, donc on a l'origine du chakra et son lien avec le bouddhisme et le yin, yang et la dualité qu'on tente de réconcilier tout au long de la série, et je vais m'arrêter là pour ce qui est des concepts pour l'instant. On arrive enfin au moment où on analyse l'animé pour décortiquer comment chaque arc jouait un rôle dans le big picture du cycle de la haine. Et on commence avec l'arc du pays des vagues. Pour moi, c'est là que Naruto démontre pour la première fois le potentiel qui se cache réellement dans la prémisse de l'émission. On rencontre Zabuza Momochi, et faut pas se laisser berner par ses bras en peau de vache qui nous donnent l'impression de regarder un personnage de cornemuse. La grosseur de son épée pourrait aussi nous laisser penser qu'il compense pour quelque chose, mais rappelez-vous qu'il a obtenu un surnom digne d'une chanson de métal, le démon du brouillard. À ses côtés, il y a Haku, le Robin à son Batman. Haku, c'est l'incarnation tragique de la philosophie shinobi poussée à l'extrême. Comment dire? Disons que si le monde ninja était un McDo, Haku serait l'employé du mois parce qu'il propose d'aller torcher les chiottes à chaque fois que le boss le demande. Sa dynamique avec Zabuza met en lumière une norme troublante de la vie de shinobi qui demeure présente tout au long de la série. Si les ninjas sont simplement des mercenaires engagés pour tuer, les émotions ne sont que des obstacles qui les empêchent d'accomplir leur travail. Donc dans cette perspective, les ninjas ne sont rien de plus que des armes à utiliser comme bon semble à ceux qui offrent le bon prix ou qui ont une cause assez inspirante. Zabuza se trouve exactement dans cette logique militaire. Et son compagnon Haku, c'est pas un ami, c'est pas un fils adoptif, c'est un outil, un kunai qui bouge. Quand un kunai est cassé, on pleure pas, on le jette, on achète un autre au magasin. Et c'est là que notre petit ninja orange, qui jusqu'ici voulait juste être cool et manger des ramen, se prend la réalité en pleine face. Il voit Haku se sacrifier. Il voit un enfant de son âge mourir avec le sourire pour protéger un homme qui a même pas la décence de le regarder crever. Si vous vous rappelez, Naruto avait eu le temps de rencontrer Haku, de se faire convaincre par lui que devenir plus fort, c'est pas juste de développer des nouveaux jutsu. Le moment où on obtient le plus de force, c'est quand vient le temps de protéger ceux qu'on aime. C'est ce que Haku fait en prenant le Chidori de Kakashi en plein dans le corps. Mais Zabuza reste là, impassible, fier de son arme d'avoir accompli son devoir d'objet. Quand Naruto découvre tout ça à la fin de la bataille, il est en bon fusil contre Zabuza. Il lui hurle dessus, il refuse catégoriquement d'accepter que le monde fonctionne comme ça. Et l'impossible arrive. Il fait pleurer un démon. À ce moment-là, si vous avez pas eu une larme ou au moins un frisson la première fois que vous avez vu ça, honnêtement, vous devriez peut-être aller faire un tour chez le magicien d'Oz, il y a peut-être un cœur pour vous. Blague à part, Zabuza, l'homme qui a tué tous ceux qui étaient les plus proches de lui pour réussir à devenir ninja, s'effondre, non pas à cause des blessures, mais parce qu'il réalise qu'il a menti toute sa vie. Zabuza avait enfoui son humanité sous des couches de glace plus épaisses que les miroirs de Haku pour survivre. Mais sa mascarade se fracasse au même moment où les 10 miroirs de Haku s'effondrent en même temps que lui et que son lien avec Zabuza. Zabuza réalise enfin que la personne à qui il mentait, c'était lui-même. Malgré les tentatives d'être le soldat apathique idéal, Zabuza se révèle à n'être qu'un autre être humain, après tout. Et Naruto, dans un moment typiquement Naruto, choisit de prendre une réalité difficile et de la transformer en quelque chose de positif. Il sait pas encore ce que son Nindo va devenir, mais il sait ce qu'il ne sera pas. Il refuse catégoriquement de traiter les autres comme des objets. Il refuse déjà la déshumanisation de l'autre. Il enclenche son premier pas dans le chemin de la libération du cycle de la haine. Ok, donc au final, dans le pays des vagues, Naruto a dû faire face à des adversaires de glace, littéralement et métaphoriquement, puis à un décor à la neige aussi pur que Haku, mais taché par son sang. Une réalité s'est imposée, être un ninja, c'est être une arme qu'on peut jeter au gré du vent, comme les Kleenex que vous avez souillés en regardant cet arc. Maintenant, c'est l'heure de l'examen Chunin. Vous connaissez déjà la chanson, Orochimaru traumatise des enfants dans le bois, un psychopathe fait de la pluie avec le sang de ses adversaires, bref, un examen tranquille pour l'univers de Naruto. Mais au-delà du spectacle et des os brisés de Rock Lee, cet arc-là existe pour nous faire avaler une pilule beaucoup plus difficile. Si Zabuza était un démon, le prochain antagoniste est une victime. Comment répondre à quelqu'un qui choisit une forme de violence psychologique en réponse à la violence qu'il a lui-même vécue? Vous vous en doutez,
on va à la rencontre de Neji Hyuga, le génie naturel. Neji porte une marque sur son front, un sceau que la branche principale du clan Hyuga place sur les membres de la branche secondaire pour les contrôler. Ils peuvent littéralement détruire son cerveau à distance s'il désobéit. Et quand on regarde le symbole de plus près dans le manga, c'est un manji, un symbole bouddhiste de paix et d'harmonie. Le même symbole qui est également utilisé par les hindouistes et qui a été repris en l'inversant par les nazis. Dans l'anime, ils ont choisi de changer le symbole pour éviter la confusion en Occident. Bref, tout ça pour dire que les Hyuga, un peu comme les nazis quand on y pense, ont pris un symbole de paix et l'ont transformé en marque d'esclavage. L'ironie est assez brutale et je pense que c'est exactement le point. Ils prêchent l'harmonie du clan tout en opprimant la moitié de leur propre famille. C'est pour le bien de la collectivité, classique discours d'oppresseur. Le père de Neji a été sacrifié pour protéger la branche principale et Neji en tire une conclusion logique, mais qui devient toxique. Le destin décide tout. Si vous avez tiré des mauvaises cartes à la naissance, vous êtes cooked. Un échec sera toujours un échec. Les gens ont en quelque sorte une essence qu'ils ne peuvent échapper. C'est ce qu'on appelle du déterminisme. Et regardez ce que ça lui fait à lui. Il est devenu amer, cynique, presque cruel. Il projette son impuissance envers son propre destin sur Hinata, sur Lee et maintenant sur Naruto. Il utilise sa propre souffrance comme une arme pour écraser l'espoir des autres. C'est une forme insidieuse du cycle de la haine. J'ai mal, donc je vais vous prouver que le bonheur est impossible. Et face à lui, on a Naruto. C'est ici que beaucoup de gens décrochent rétrospectivement. On entend souvent la critique « Ouais, mais Naruto parle de changer son destin alors qu'on apprend plus tard qu'il est littéralement l'enfant de la prophétie, fils du Hokage, la réincarnation d'un dieu. En gros, il était né pour gagner, non? Le message perd son sens? » Non. Et voici pourquoi. Oui, Naruto a eu un billet de loterie gagnant sur plusieurs points. Mais en même temps, ça vaut rien si tu vas pas le porter au comptoir. Autrement dit, si Naruto était resté au sol quand Neji lui a dit d'abandonner, s'il avait cru, ne serait-ce qu'une seconde, que son sort était scellé, prophétie ou pas, il serait jamais devenu la légende qu'il avait le potentiel de devenir. Je fais partie de ceux qui ont l'impression que Naruto, et les shonen de manière générale, sont supposés être à propos de la valeur qu'on peut retirer en se fixant des objectifs qui semblent irréalistes à première vue. Et regarder le personnage qui n'avait absolument rien au départ réaliser ce rêve impossible par la discipline et la sueur de son front, c'est ça qui est supposé nous inspirer à vouloir faire le même. Et pour autant que je suis d'accord avec le fait que lui donner plein d'avantages innés nous déconnecte un peu de sa réalité, nous en tant que pauvres mortels ordinaires, mais faut d'admettre que Kishimoto avait déjà présagé que juste mettre des efforts c'était pas suffisant. C'était ça la leçon à tirer du combat de Lee contre Gaara, si vous vous souvenez bien. Donc la valeur du combat en Naruto et Neji n'est pas forcément gâchée par sa génétique et autres farandoles qui le rapprochent d'un dieu. À mon sens, ce qu'on doit retenir ici vient du fait que Naruto était ignorant de tous ses avantages. Pendant et après le combat, il sait pas qui est l'élu, il pense qu'il est, essentiellement, une merde. Comme ce que tout le monde dans sa vie lui rappelle tout le temps à ce moment-là de l'émission. Et pourtant, il choisit de se relever. Et c'est là la leçon cruciale pour lui dans son cheminement pour briser le cycle de la haine ici. Le refus de l'impuissance. Neji s'est laissé définir par son oppression. Naruto, lui, fait littéralement un finger au destin. Il refuse la posture de victime. Il nous apprend que le pouvoir et la liberté ne tombent pas tout cuit dans le bec. Même si le destin t'a ouvert une porte, c'est toi qui dois avoir le courage de la franchir. En battant Neji, Naruto fait pas juste gagner un tournoi, il libère Neji de sa propre prison mentale et il lui montre que l'oppression c'est pas une excuse pour devenir un oppresseur. Bon, Naruto a gagné, il a prouvé sa valeur, la foule l'acclame, Neji a compris la leçon, c'est la victoire du underdog sur le génie, et on s'est dit mission accomplie, on a eu notre moment feel good du tournoi, on s'attend presque à un montage de célébration avec de la musique entraînante, genre la fin d'un match de Haikyuu. Mais Naruto, c'est pas ça. On n'a pas le temps de célébrer, parce que pendant qu'on réglait des problèmes de fatalisme et de famille chez les Hyuga, il y a un autre sablier qui s'est coulé en arrière-plan, littéralement. Si Neji est un rival idéologique, ce qui s'en vient n'a plus rien à voir avec une compétition.
on quitte le terrain du shonen classique pour entrer directement dans le film d'horreur psychologique. Oubliez la victoire de la volonté sur le destin, on va parler du vrai nihilisme, du vrai cauchemar. Fermez les lumières, on doit parler de Gaara. Gaara a de quoi donner des frissons. C'est supposé être un enfant, mais c'est un tueur en série qui prend plaisir à passer des gens dans le blender. Il a des cernes qui feraient peur à un étudiant en fin de session, il se promène avec une gourde de sable imbibée de sang sur le dos et il se parle un peu tout seul et à sa mère morte. Mettons que c'est le genre d'enfant que tu veux pas garder un samedi soir. Mais Gaara, c'est le personnage le plus important de la première partie de Naruto pour une raison simple, il est le miroir de Naruto. Naruto et Gaara ont la même origin story, presque au mot près. Un démon scellé à la naissance, une mère morte, un père qui les a sacrifiés pour le village, un village qui les regarde comme des bombes à retardement plutôt que comme des enfants. Et en bout de ligne, c'était quoi la seule différence entre aspirer à devenir Hokage ou devenir un psychopathe meurtrier? Iruka Sensei. C'est terrifiant quand on y pense. Naruto a eu une personne, un prof qui l'a protégé, lui a payé un bol de ramen et lui a dit « Je te vois, t'es pas le monstre qui est en dedans de toi. » Gaara, lui, a eu Yashamaru. Gaara pensait, lui aussi, avoir une personne, juste une, lui aussi, son oncle. Et le système ninja a forcé cet oncle à essayer d'assassiner ce pauvre enfant. Pire encore, avant de mourir, Yashamaru lui lâche la bombe atomique émotionnelle. Imaginez ça, vous avez 6 ans et la seule encre que vous aviez dans la réalité vous dit « Si j'avais pu, je t'aurais maudit. Je ne t'ai jamais aimé. Personne ne t'a jamais aimé. Même ta mère te détestait. » Et en même temps qu'il dynamite le cœur de Gaara, il active celle qu'il avait gardée sur lui-même et fait le coup du kamikaze sur le futur Kazekage. C'est le moment exact où Gaara devient un nihiliste. Sa logique devient implacable. Si ma vie n'a aucun sens pour les autres, je vais lui donner un sens par la mort. Je tue, donc je suis. Quand Naruto affronte Gaara, il se bat pas juste pour gagner. Il est terrifié, parce qu'en regardant Gaara, il se regarde dans un miroir. Il voit le monstre qu'il aurait pu devenir s'il avait pris un virage à gauche au lieu d'à droite. C'est pour ça que la victoire de Naruto n'est pas physique. Oui, il invoque une grosse grenouille, c'est cool, mais le coup fatal, c'est l'empathie radicale. Naruto pleure pour Gaara. Pour la première fois dans sa vie, Gaara est vu. Pas pour le monstre qui lui sert de carapace pour cacher sa vulnérabilité, mais pour ce qu'il est vraiment. Seul. Naruto brise l'isolement de Gaara. Il lui apprend que la force ne vient pas du fait de s'aimer soi-même en détruisant les autres, mais de protéger ceux qui nous sont chers. Gaara ne devient pas gentil par magie. Il se met pas à chanter une chanson Disney, mais pour la première fois, il arrête de vouloir détruire le monde pour prouver qu'il existe. Il décide d'essayer d'exister avec le monde. Et c'est la première fois que Naruto se trouve face au mal le plus terrifiant qui soit le psychopathe en furie qui prend plaisir à tuer, mais Naruto réussit à passer par-dessus en incorporant les messages qu'il a retenus précédemment. Donc suivant son combat avec Zabuza, il s'est promis de ne déshumaniser personne, et Gaara n'est pas une exception. Suivant son combat avec Neji, il tombe pas dans le panneau de penser que tout le monde reste figé dans son identité, et grâce à ça, il réussit à réhumaniser le monstre. À ce moment-là, on commence aussi à voir la silhouette du fameux Talk no Jutsu que beaucoup de femmes détestent presque autant que le flashback de la balançoire. Je vais un peu venir à la rescousse du Talk no Jutsu, mais je réserve ça pour la partie 2 de cette vidéo. Stay tuned. Ah oui, le combat avec Sasuke? Je vais pas prendre la peine de l'analyser ici. Il faudrait revoir au complet la dynamique entre Naruto et Sasuke et ça prend vraiment beaucoup de temps avant que la résolution de leur conflit finisse par amener quelque chose de positif à Naruto pour sa mission de briser le cycle de la haine. Mais si vous avez de l'intérêt à voir naître cette vidéo, laissez-le moi savoir en commentaire. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette première analyse. Si on regarde le chemin parcouru, 1. Avec Zabuza, Naruto a appris que les ninjas ne sont pas des outils et que les émotions sont une force, surtout quand elles servent de moteur pour sauver ceux qu'on aime. 2. Avec Neji, il a appris que le destin c'est pas une fatalité et qu'on peut briser les chaînes qu'on nous impose. 3. Et avec Gaara,
il a appris que le seul remède à la haine et au nihilisme, c'est de ne pas laisser les gens seuls dans le noir. Naruto commence à avoir une philosophie solide. Il a le cœur, il a la volonté et il a l'empathie. Mais pour l'instant, il n'a affronté que des victimes du système. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à Shippuden. On va voir ce qui se passe quand Naruto doit affronter ceux qui ont créé le système. On va parler des Akatsuki, de Pain, de la vérité sur Itachi et de la fin controversée de la guerre. Parce que briser le cycle de la haine quand on a 12 ans, c'est mignon. Le faire quand le monde entier veut tuer, c'est une autre paire de manches. La partie 2 est en préparation, donc abonnez-vous pour ne pas manquer quand elle sort. D'ici là, mangez des ramen et n'oubliez pas d'être le Hiruka de quelqu'un aujourd'hui. C'était Sagax et je vous dis à la prochaine.